Bonjour à tous, bienvenue à la toute première édition de On Jase là, l'émission hebdomadaire où on vous parle d'un sujet qui nous intéresse ainsi que d'un produit culturel qui nous a marqué récemment. Avec mes collaborateurs Marc-André. Bonjour. Bonjour. Et Clarence. Salut. Bonjour. Donc, c'est votre animateur Samuel qui va vous animer tout le long. On va commencer en fait tout d'abord de savoir en fait c'est quoi le sujet dont on va discuter aujourd'hui, Marc-André. Oui, mais en fait, comme premier sujet, j'ai choisi la 4e révolution industrielle. C'est un thème qui est peut-être encore méconnu aujourd'hui, mais que je suis convaincu qu'on va en entendre parler de plus en plus dans les médias. Et c'est en fait toutes les nouvelles technologies qui pourraient venir changer profondément nos vies et nos sociétés. Tout ce qui s'en vient vraiment dans les prochaines années, dont les balbutiements commencent déjà aujourd'hui. Je pense qu'on sent qu'on baigne déjà là-dedans, ça va être super intéressant. Pour l'offre culturelle, c'est Clarence qui nous parle cette semaine d'une œuvre, d'un film, je crois. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un film qui s'intitule Le chat dans le sac. C'est réalisé par Gilles Groux. Ça a été fait en 1964. Et donc, oui, je vais vous parler de ça. Ça va être en fin d'émission. Excellent. On a bien hâte. Pour nos auditeurs, on vous informe en fait qu'on a un épisode dit 0 dans lequel on va se présenter chacun, parler un peu de notre parcours, de nos intérêts, de nos motivations pour produire en fait ce podcast. Donc on vous invite à l'écouter, il se trouve sur notre page. Donc Marc-André, tu vas nous parler de la 4e révolution industrielle? Oui, exactement, Sam. Mais avant de parler de la 4e révolution industrielle, ça serait peut-être intéressant de revoir c'était quoi les trois autres avant. Parce que, tu sais, on a tous vu dans nos cours d'histoire la première, puis souvent, en fait, qui est présentée seulement comme la révolution industrielle. Mais c'est que peu de monde savent au final qu'on est maintenant dans une 4e. Donc, d'après vous, les gars, la première, ça serait quoi? Qu'est-ce qui va la caractériser? Ça vient de quand? Mon Dieu, mes cours, c'est loin. Ça fait longtemps, hein? Un petit peu. Ben, j'imagine que ça a commencé quand on a commencé à exploiter tout ce qui est les machines, la mécanique, le moment où est-ce que l'humain s'est un peu sorti des tâches plus physiques pour laisser finalement la machine le faire à sa place. Fait que j'imagine qu'à l'époque, l'énergie, la vapeur, etc. Bon, quand on a réussi à maîtriser ces forces-là, ça a été la première. Exactement. Première moitié, milieu 19e siècle. Ouais, même en fait, avant ça, on parle dès le début des années 1760. Okay. Qui est le début de sa mise en place tranquille jusqu'à les années 1820-1840. C'est caractérisé par l'utilisation de l'eau et de la vapeur justement pour mécaniser la production. Donc Sam, un point, une étoile dans ton cahier. Yes. La deuxième, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, ça vous donne une idée des dates. Donc on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Qu'est-ce qui viendrait changer justement pour qu'on qualifie ça, pour qu'une nouvelle fois, ça vienne changer notre société? Bonne question. Hein? C'est une maudite bonne question. L'histoire, c'est l'électricité. À partir des années 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, la production, c'est pas mal juste faire des bombes. Mais justement, ça permet de faire de la production de masse. Puis ça introduit justement des nouvelles technologies comme le téléphone, qui est peut-être la plus célèbre de cette époque-là. La troisième, il y a vraiment un bond important entre la deuxième et la troisième. Okay, c'était celle que je pensais en fait, là, mais comme si on prend la 4e révolution industrielle comme celle qui se passe vraiment actuellement, étant donné que l'informatique est arrivée assez tôt dans la deuxième moitié du 20e siècle, j'imagine que l'automatisation en serait la troisième, quand on a commencé à construire vraiment des robots, puis que sur les chaînes de montage, des machines qui fabriquent des machines. Oui, essentiellement, mais... Oui, Sam, t'as vraiment le point. Les machines qui fabriquent les machines, je pense, ça commence dans la troisième, mais c'est encore la 4e, dépendant comment on la fait. Okay. Mais la troisième, justement, c'est vraiment l'arrivée massive de l'électronique, c'est les technologies de l'information qui permettent justement d'automatiser la production. Donc c'est vraiment dans les années 80 que ça commence vraiment de plus en plus, que ça devient plus fort. C'est l'Internet qui est l'invention vraiment de ce moment-là. Mm-hmm. Puis c'est là justement qu'on arrive à la 4e révolution industrielle qui est vraiment basée sur cette troisième-là, qui est construite là-dessus. Mais ce qui vient vraiment la caractériser, ce qui fait que ce n'est une nouvelle, c'est qu'on a une fusion des technologies, entre autres qui est permise par l'Internet. Donc ça vient rendre aussi la séparation entre les sphères physiques, numériques et biologiques vraiment plus floues. C'est plus dur de séparer ces sphères-là, parce que maintenant, tout est connecté par l'Internet. J'ai aussi l'impression que de plus en plus, on va retrouver, alors qu'à une certaine époque, tu regardes les révolutions industrielles, ce que ça a amené, en fait, c'est que ça a amené à faciliter la vie des gens par des biens, des objets qui sont physiques souvent. Tu as juste à penser à la cuisine, comment que tout a changé à l'intérieur. Ça a été permis par, justement, cette révolution industrielle-là.
la production de biens de masse finalement, alors que ce qu'on voit de plus en plus récemment, c'est vraiment l'arrivée massive de biens virtuels. Tu vas consommer sur Internet des services ou... C'est ça. Puis ce qui vient la séparer aussi de la troisième, parce qu'on se dit, la troisième c'est l'Internet, on parle encore d'Internet, c'est la même chose. Mais la nuance aussi, c'est que c'est sa rapidité. Il y a une vélocité qui est encore plus grande que la troisième pour ce qui est justement de l'arrivée de ces nouvelles technologies-là, puis l'arrivée des changements, puis il y a une portée qui est beaucoup plus grande. Qui va toucher autant nos systèmes de gouvernance, nos systèmes économiques, de production, que nos relations interpersonnelles au final. On le voit déjà avec les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'explosion des télécommunications, ça c'est une chose. L'arrivée des télécommunications puis leur développement, c'est une chose. Mais de voir l'impact de cette explosion-là sur nos vies, ça dépasse même tout ça. Dépasse, dans le fond, on arrive à un terrain que les 3 autres révolutions industrielles n'ont pas fait, c'est-à-dire le changement n'est pas juste matériel, il est aussi d'ordre conceptuel, si je comprends bien. La manière dont ces technologies-là vont influencer nos vies directement, pas juste dans leur facilité, mais dans la façon d'envisager le monde. Les autres l'ont fait, je veux dire, on s'entend que de mécaniser de la production, ça fait un changement énorme dans nos vies. C'est ce qui a fait justement qu'il y a une majorité de gens, à travers les derniers siècles, qui est passé de la campagne à la ville. Ça vient de ça. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que ça s'appelle une révolution. Mais c'est que là, c'est la vitesse à laquelle celle-là se fait, qui fait qu'il va changer beaucoup de choses, je pense, peut-être plus que les autres avant, ou en tout cas qu'on va le voir dans notre vivant à cause de la vitesse à laquelle ça va. À chaque révolution, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de démocratisation de quelque chose qui était peut-être plus réservé à une élite ou à un groupe select. Puis à chaque fois, ça a été des choses, des aspects de la vie, un certain confort qui se répandait à travers. C'est l'amélioration du bien commun, finalement, du bien personnel aussi, l'amélioration de la qualité de vie. Puis ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, tu sais, on peut encore parler de démocratisation. Je veux dire, ce qu'on est en train de faire présentement, une émission de radio entre nous, je veux dire, ça, à une certaine époque, il nous aurait fallu un système sophistiqué, etc. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec l'Internet, la diffusion publique, puis tout l'accès facile, ben c'est possible pour nous autres aussi. Exactement. Puis tu viens toucher justement certains des potentiels que la révolution a. Puis justement, si on va dans le côté plus positif, ben c'est que ça, dans un niveau plus mondial, systémique, c'est que ça peut venir augmenter les revenus, venir augmenter la richesse, parce que c'est une production qui va être encore plus grande. Là, on rentre dans des points. Il n'y a personne dans nous autres qui est économiste, fait qu'on va pas trop rentrer là-dedans, puis on veut que cette émission soit le fun. Non. Mais c'est ça, puis ça peut venir justement améliorer les qualités de vie. Mais à l'inverse de ce que tu dis, je pense que là, il y a un risque pour la démocratisation, puis oui, ça peut augmenter nos qualités de vie, mais c'est que au final, c'est pas bien géré. C'est que ça peut venir exacerber les inégalités. Ton pays qui est en voie de développement, qui a déjà de la misère à arriver, qui a déjà plusieurs technologies en arrière, tu sais, que l'Internet, oui, maintenant il est là, ou tu sais, il y a des téléphones mobiles, mais il manque quand même d'autres technologies pour permettre l'arrivée des nouvelles. Eux autres vont peut-être avoir de la misère à suivre, puis là, tu aurais une différence encore plus grande entre le nord et le sud mondial. Des technologies, mais également des infrastructures, parce que ce qui est intéressant avec la 4e révolution industrielle, c'est que ce développement technologique-là exige une éducation qui est pas toujours présente dans la maîtrise, par exemple. Bon, je prends cet exemple-là parce qu'il est facile, mais les réseaux sociaux, par exemple, ou simplement l'utilisation d'Internet, il existe dans les études sur le développement du numérique. Un fragment de ces études-là s'attarde sur ce qu'on appelle les inégalités numériques. Intimement lié aux disparités qui existent dans la société sur la maîtrise que tout le monde a de ces technologies-là. Ouais, puis là, je me rends compte que c'est peut-être pas encore clair pour tout le monde, c'est quoi justement ces technologies-là qui viennent avec la nouvelle, puis je pense que c'est important de prendre le temps de les introduire. C'est celle qui est de front, qui est, je pense, la plus cruciale d'entre tous, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'au final, celle-là va affecter toutes les autres. Les autres, c'est les avancements en robotique. C'est l'Internet des objets, donc le fait d'avoir ton frigo, ta télé qui est connectée à l'Internet, les véhicules autonomes qu'on entend beaucoup parler, les imprimantes 3D qui pourraient vraiment changer la chaîne de production mondiale. Là, moi, je m'imagine très bien Lego faire faillite dans 20 ans parce que tout le monde va juste pouvoir imprimer sa petite pièce bloc Lego chez eux facilement pour une fraction du prix.
Il y a la blockchain aussi, ça, on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais qui est au final la technologie qui permet d'avoir le Bitcoin puis les crypto-monnaies. Mais ça va beaucoup plus loin que ça aussi. C'est qu'au final, c'est chaque action qui est faite est enregistrée dans une liste, sur un bloc, sur une chaîne, d'où le terme blockchain. Et chaque bloc, chaque nouvelle transaction, chaque nouvel ajout sur la chaîne s'ajoute à l'autre bloc. Donc, tu peux pas modifier la chaîne. Tu peux pas modifier un événement qui est arrivé il y a un mois parce que ça détruirait la chaîne complètement. Ça rend chaque événement vraiment unique, puis c'est pour ça que c'est un aspect de la sécurité vraiment important. Exactement. Mais à l'opposé, ben, si tu réussis à avoir des dispositifs qui permettent de prévoir justement ces prochains événements-là dans la chaîne, ben, il peut y avoir c'est tous les enjeux de sécurité qu'il y a derrière. Ouais. Puis, de surveillance. Ce que je trouve intéressant, ce que ça amène en fait, c'est peut-être à chaque grande révolution, il y a eu des craintes puis des peurs par rapport au fait que soit ça venait réduire le nombre d'emplois, puis ça a été quelque chose qui a été qui a fait peur en fait dans chacune des révolutions, parce qu'à chaque fois le travailleur qui occupait une place dans la chaîne de production, que ce soit de l'artisan à l'ouvrier aujourd'hui qui travaille dans une usine, a peur de se voir se faire remplacer par la machine. Puis aujourd'hui, on arrive là, que ce soit par les services sur Internet ou justement l'assistance qu'on offre à l'humain, qu'à une certaine époque, il fallait absolument avoir d'autres humains qui rendaient ces services-là. Puis justement, c'est ça, tu viens d'introduire un sujet super important, c'est que ça pourrait complètement chambouler le marché du travail. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit qu'au Québec, d'ici 2030, dans 12 ans, c'est 1/3 des emplois qui seraient à risque de disparaître ou de changer, ou d'avoir des portions justement qui seraient automatisées, qui seraient faites par un robot ou une intelligence artificielle. As-tu des exemples? J'ai un exemple pour toi plus global, je pense, qui peut illustrer comment ces technologies-là fusionnent, puis comment justement ça peut changer le marché du travail, puis le travail en général. Par exemple, ton frigo, il est connecté à Internet. Ouais. Il y a une pièce qui brise à l'intérieur du frigo. Ton frigo va avoir un senseur qui va dire que cette pièce-là est brisée. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est, mettons, justement, dans 10, 15, 20 ans, tu as tout le monde, ou presque, pour avoir une intelligence artificielle personnelle. On le voit déjà avec les Google Home, mais imagine un niveau plus avancé. Ton frigo, le senseur de ton frigo qui dit que la pièce est brisée va parler à ton intelligence artificielle. Ton intelligence artificielle, elle, va faire un modèle 3D de la pièce qui est brisée. Elle va l'envoyer, elle va faire un appel d'offres par l'Internet à des compagnies d'imprimerie 3D. Si, par exemple, tu n'as pas d'imprimante 3D, ils vont te sortir le prix le moins cher, ils vont t'imprimer ta pièce, puis ils vont te l'envoyer par véhicule autonome. Ou ils vont l'envoyer à la personne qui pourrait venir la remplacer si tu peux pas le faire, si mettons c'est une pièce vraiment qui est à l'intérieur de ton frigo. Okay, maintenant... Et tout ça se fait dans une fraction de seconde, cette commande-là, à partir de ton intelligence artificielle. Toi, tu n'es peut-être même pas encore au courant que ton frigo, il y a une pièce qui est brisée, ou tu vas recevoir un texto pour te le dire. Pendant ce temps-là aussi, ton intelligence qu'elle peut faire, c'est si justement tu as besoin d'un technicien, elle va prendre rendez-vous pour l'installation, puis rendu là, peut-être que ta maison va être intelligente. Fait que ton technicien va arriver, tu vas avoir une webcam qui va reconnaître que c'est lui, il va le laisser rentrer quand t'es pas là, il va changer la pièce de ton frigo, puis après ça, il va te payer par une crypto-monnaie. Et tout ça serait sur une blockchain qui vient enregistrer chacune des étapes. L'interférence humaine, c'est une personne, un installateur, ou c'est possiblement 0. Ça pourrait être toi qui décides de changer, c'est une pièce facile. Ça, c'est un exemple. Ouais, c'est une vision quand même. Non, c'est ça, je veux pas... Mais tu sais, c'est possible. C'est pas demain qu'on va voir ça. Là. Non, mais ça peut être vraiment dans bientôt. Ça pourrait être dans 10 ans ou dans 15 ans. Je comprends l'aspect, comme la crainte que tu as par rapport au fait que l'aspect justement de perte d'emploi et tout, je le comprends, mais en même temps, comme... Bon, premièrement, il y a l'aspect humain, dans la mesure où est-ce que l'humain a besoin de traiter avec des humains. Il y a encore aujourd'hui, puis pour peu importe les générations, même si on voit qu'il y a une tendance à comme une certaine acceptabilité de la part des plus jeunes par rapport à cette espèce d'hégémonie de la technologie dans nos vies, reste que je pense que les gens ont encore besoin beaucoup du contact humain puis de se faire rassurer. Une machine ne sera pas là pour te rassurer comme quoi elle est en contrôle de la situation puis te mettre en confiance, parce que il n'y a pas l'aspect humain justement où est-ce qu'on... Fait que ça m'étonnerait qu'on se rende à un point où est-ce que vraiment l'interaction soit nulle. Puis il y a aussi
Enfin, vas-y, là, je pense que vous avez une... En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que l'être humain, je veux dire, biologiquement, anthropologiquement parlant, l'humain comme animal social, je pense que j'apprends ça à personne ici. Là. Mais dans... ça, en fait, c'est un commentaire au début d'une question parce que tu parlais tout à l'heure de Google Home, bref, du concept de maison intelligente. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir, voir si ça n'existe pas déjà, un espèce de proto-stade, une espèce d'intelligence artificielle qui simulerait une présence humaine dans la maison. Pourquoi pas? N'importe qui a vu le dernier Blade Runner va se sentir interpellé. Un peu, ouais. Mais pourquoi pas? C'est pas impossible. C'est anecdotique, mais je me rappelle du temps où j'étais encore pas mal, voire même trop sur Facebook, une espèce de publicité sur une espèce de logiciel au Japon qui est effectivement ça, une intelligence artificielle qui prend la forme d'une fille dans le style animé manga et qui est présente soit sur un espèce de cadran holographique, soit sur différents écrans disposés à différents endroits dans la maison, dans l'appartement, et qui s'affiche dès que la personne rentre dans la pièce. Et cette personne-là peut communiquer avec l'intelligence artificielle qui prend cette apparence-là. Donc, c'est plus là que on arrive on arrive quand même à un stade où est-ce que... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du test de Turing. Non. Semblerait-il que Alan Turing, génie informaticien qui aurait réussi à démystifier la machine Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale, aurait établi une espèce de procédure pour déterminer si une intelligence artificielle a dépassé ou a atteint du moins celle de l'humain. Bon, la procédure en gros, c'est de faire interagir un robot puis un humain par un canal quelconque qui lui permettrait comme de cacher le plus possible l'identité. Puis on ferait discuter à la fois les humains et les robots ensemble en alternance. Fait que tu aurais une discussion, par exemple, tu participes à l'expérience, tu as une discussion avec plusieurs personnes, potentiellement des robots, puis tu serais incapable de dire si la personne en face de toi, c'est un robot ou non. Comme dans le premier Blade Runner, Harrison Ford face à un Replicant. Oui, exactement. Dans l'œuvre de je me souviens plus, c'est Philippe K. Philippe K. Philippe K. La question justement de à quel moment est-ce que c'est possible d'être plus humain qu'humain, même quand tu es une intelligence artificielle, tout ça. Exactement. Mais actuellement, on a des résultats qui sont vraiment intéressants avec des bots sur Internet. Il y en a qui réussissent à se faire passer, mais c'est encore très difficile de réussir à faire passer le test. Puis au-delà de ça, c'est surtout le fait que les canaux de communication entre deux individus sont tellement étendus quand on comprend la voix, Oui, les 7 fonctions du langage, dans le fond, qui sont essentielles à exactement, que sur un canal, c'est possible, mais sur tous les canaux, on est très loin de ça. Je me demande justement si rendu là, ça va être quoi l'impact sur nos relations interpersonnelles? Si justement on a une intelligence artificielle qui est ici humaine, entre guillemets, est-ce qu'elle l'est, est-ce qu'elle l'est pas? C'est quoi être humain? Est-ce qu'on va être plus isolé aussi par ça? Est-ce qu'on aurait plus tendance à avoir cette interaction-là qui est gratifiante? Au final, l'intelligence artificielle va tout le temps vouloir te plaire, va être programmée pour te plaire. Elle va pas être en désaccord avec toi. Est-ce que ça sera pas à l'ensemble de la société, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait voir. T'sais, on voit déjà une dépendance envers les réseaux sociaux, envers les cellulaires. C'est une étape plus loin de cette dépendance-là avec les progrès technologiques qui s'en viennent, peut-être. Là. C'est des grosses questions. Je pense pas que personne va avoir de réponse ici, mais... C'est des grosses questions. Isolé, je sais pas, parce que l'isolation, à mon sens, je pense qu'elle est beaucoup plus prégnante dans l'utilisation qu'on fait actuellement des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on s'entend, si on considère Internet comme un espace, l'ordinateur ou le téléphone ou peu importe, l'outil qui nous permet d'accéder à cet espace-là, on le voit toujours comme ça, comme un outil. Si l'intelligence artificielle prend une forme avec laquelle il est aisé d'avoir une forme d'interaction, mais qui sollicite non seulement, je dirais même plus loin que la fonction du langage, tous les autres sens. Là, effectivement, je pense pas qu'on va... Je sais pas si on va être capable de parler d'isolation. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va se mettre à niveler les qualités de relation, voire, et ça, ce serait vraiment dramatique, à les hiérarchiser.
C'est parce que on le voit déjà, on n'a pas besoin de machine pour ça, entre les êtres humains, il existe des rapports de pouvoir institués par des systèmes ou pas. Des fois, ça peut être des idées qui sont issues à l'héritage social, à l'héritage familial, lorsque c'est une plus petite société, mais ça va être une hiérarchisation supplémentaire qui va, cette fois-ci, impliquer la machine et l'intelligence artificielle. Si on est capable d'aller chercher, si l'intelligence artificielle est capable de susciter et de faire désirer chez l'être humain une interaction sensible, là on va toucher à ça. Puis ça me fait penser, Marc-André, tu l'as vu, je pense que c'est un film que tu aimes beaucoup d'ailleurs, le film Her. Ben oui. C'est carrément ça. Ben oui, exactement. C'est exactement ça. L'être humain qui commence à éprouver du désir sexuel pour une machine parce qu'elle vient chercher ses sens. Pas juste sexuel, c'est de l'amour, là. C'est vraiment pas juste, c'est encore plus que ça. C'est la chaleur humaine, mais qui vient d'une machine. Exactement. Je pense que là, c'est parce qu'on atteint un autre problème qui est l'isolement humain, puis que la machine vient le combler parce que l'humain n'est pas capable de le combler. Dans des sociétés où est-ce qu'on est aussi détaché de sa communauté, tout ça, où est-ce que chaque personne est une île solitaire finalement, puis qu'elle interagit de façon de plus en plus limitée avec les autres, moi je vois plus ça comme un symptôme d'autres problèmes qu'un espèce d'avènement, de progrès ou d'évolution. C'est un truc qui personnellement me dérange beaucoup comme idée et tout. Reste que je trouve que la question, surtout que là, le sujet, c'est la 4e révolution industrielle, on s'est rendu très loin par rapport à l'idée originale qui est de révolutionner notre façon de consommer. Puis J'ai le goût qu'on y retourne justement, qu'on ressente la discussion ailleurs. Encore là, sur les impacts que ça va avoir sur les gens, mais plus loin de la dimension personnelle, c'est avec ces nouvelles technologies-là, justement, il y a beaucoup de changements qui risquent d'arriver sur toutes les questions de vie privée. On en parle déjà énormément, mais ça pourrait être encore plus le cas. Par exemple, si tu es dans un système de gouvernement qui est plus autoritaire, ce gouvernement-là va avoir accès à une surveillance qui serait encore plus grande qu'elle l'est présentement. La Chine commence déjà à servir de systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les gens. Ouais. Ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient donner des points à des gens. Il allait avoir un système de points, un peu comme une cote de crédit, si c'est des bons citoyens. Si c'est des bons travailleurs, est-ce qu'il s'est présenté en retard à la job ou pas? Et ça va leur donner une cote sociale. Encore. Si les gens ont vu Black Mirror et saison 3 épisode 1, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Mais c'est du Orwell tout craché. Là. Exactement. C'est 1984. Exactement. Puis ça a toujours été, dès qu'on instaurait des systèmes de surveillance, que ce soit, c'est comme ça un peu partout, dès qu'il est question justement d'être au courant de ce que les citoyens font. De l'autre côté, c'est exactement là-dedans qu'on plonge lorsqu'on pense à la 4e révolution industrielle, parce que ça implique, en fait, l'intelligence artificielle, elle vient pas de nulle part, c'est pas juste des algorithmes qu'on programme, c'est des algorithmes qui résultent, en fait, d'analyses de données qu'on a fournies, finalement, à ces intelligences artificielles-là. Puis tu regardes des compagnies qui font de plus en plus, qui ont des valeurs boursières absolument hallucinantes, comme Alphabet, la nouvelle la maison mère de Google ou Facebook, Apple. Ou Facebook, exactement. Ouais. C'est des compagnies qui misent sur l'information qu'ils récoltent de leurs utilisateurs pour, en fait, alimenter on dit des algorithmes, mais la nuance entre une intelligence artificielle et un algorithme, c'est de quoi que dans le public, on comprend peut-être plus ou moins la nuance, mais on fournit à ces algorithmes une quantité impressionnante d'informations pour que cette information-là soit interprétée et qu'on soit en mesure de prendre des décisions plus éclairées. Mm-hmm. Ces informations-là, on les fournit, tout ça. Ce que je trouve un petit peu ironique là-dedans, c'est que lorsqu'il est question du gouvernement, lorsqu'il est question de pouvoir, de politique, ça vient nous déranger, mais nous le faisons constamment en utilisant justement des services parce qu'on voit un gain. La réponse, l'exemple le plus frontal de ça, c'est la page d'accueil de Facebook. Juste en dessous des champs pour s'inscrire, c'est marqué « c'est gratuit et ça le restera toujours ». Non, tu payes en donnant tes données. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est ça. Oh my God! Mais ça fait peur. Exactement. Il y a un côté justement là-dedans qui moi me fait vraiment peur, c'est
on a abordé justement l'idée que des gouvernements autoritaires pourraient servir de ça. La crainte que j'ai dans nos démocraties, c'est toutes ces données-là, toutes ces technologies-là, tout ce pouvoir-là, au final, se ramasse entre les mains de quelques compagnies technologiques qui pourraient venir, qui auraient tellement d'informations et de pouvoir qui pourraient pratiquement rendre un gouvernement, pas obsolète, mais pas loin. Il y a un parallèle, j'ai le goût de faire face à ça, c'est quand on regarde la concentration des médias américains. Au final, aux États-Unis, tu as 4 ou 5 grandes compagnies qui contrôlent à peu près tout ce qui se fait. On parle des Disney de ce monde, des Universal, tout ça. Puis où on se retrouve, par exemple, on regarde les films hollywoodiens, on regarderait un top 10 des films qui ont fait le plus d'argent en 2017. C'est probablement toutes soit des suites ou des remakes de films qui ont déjà été faits avant ou basés sur des livres à succès. T'sais, on regarde Star Wars, ça a été l'épisode 7, ça a été le film qui a fait le plus d'argent. Après ça, on pense aux films de Marvel et tout ça. J'aimerais ça avoir une liste avec moi en ce moment, mais je l'ai pas. Puis ça augmente. À chaque année, la proportion devient de plus en plus grande. Puis là, ça stagne quasiment à 9 sur 10 depuis pas loin de 10 ans. Si on n'a même pas été capable de réglementer puis d'appliquer des lois antitrust, anti-monopole, parce qu'on n'est pas loin de ça quand au final, tu as 5 grandes maisons mères qui viennent toutes contrôler ce qui se fait. Si on n'a pas été capable de s'arranger là-dedans pour les médias, j'ai peur qu'on soit peut-être pas capable de le faire non plus avec les technologies puis qu'on se retrouve au final avec les Apple, Amazon, Facebook, Alphabet de ce monde qui vont tout contrôler. Ben c'est un peu de ça que c'est quoi l'impact de la démocratie rendu là? C'est ça aussi ma crainte principale, c'est si t'as pas le choix de te servir de ces services-là tellement ils vont devenir essentiels. Puis est-ce que les gouvernements, est-ce qu'il va y avoir un point de non-retour où les gouvernements pourront plus rien faire? C'est une question politique extrêmement complexe mais diablement intéressante. Je parle de la GAFAM, en fait, c'est Google, Alphabet, Facebook, Apple. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ouais. Les 5 grands. Les 5 grands de ce monde, ma question c'est est-ce que c'est pas déjà en train de se passer? Parce que on parlait tout à l'heure de liens dans le fond avec Internet puis des télécommunications. Messenger, Instagram, même MSN Messenger à l'époque, les années 90-2000, c'était tous ces modèles tous ces modes de communication là qui passent par le clavardage appartiennent aux grandes compagnies. C'est grâce à ces grandes compagnies-là que à peu près ça, 70-80% des communications, des télécommunications de nos jours se font. C'est ces produits-là qui servent de relais. Donc, sur le plan des communications, sur le plan du commerce aussi, Amazon, les publicités Facebook, je pourrais en sortir d'autres, tout ça, c'est déjà régi par ça. Donc, est-ce que c'est pas déjà en train de se passer? Est-ce qu'on n'est pas déjà là-dedans? Je suis pas en train de dire qu'il est trop tard. Je pense qu'on est au moment où il n'est pas encore trop tard, mais où effectivement il y a une tangente qui est vraiment pas positive. Ben non, vraiment pas. Il y a beaucoup de sociologues et de spécialistes en télécommunications, même des membres des conseils d'administration de ces grandes compagnies-là. Il y a à peu près un mois ou deux de ça, je lisais un article sur l'un des anciens membres du conseil d'administration de Facebook qui disait, qui avouait sans aucune gêne que Facebook avait été conçu pour exploiter les faiblesses émotionnelles des gens. Ben oui. Autant sur le plan relationnel que sur le plan sensible, donc commercial. Mais dans le film The Social Network de David Fincher, le flash qui semble être un peu le point tournant de son processus créatif lorsqu'il entre chevrons. C'est justement le statut relationnel. Ouais. C'est le point qui amène puis qui vit une révélation à ce moment-là, puis c'est là qu'il décide de lancer son site. C'est quand il réalise que la vie des gens comme sur le campus tourne autour du fait que est-ce que la personne est en couple ou non, est-ce qu'elle est disponible à recevoir mes avances par cette espèce de c'est vraiment l'interaction, fait que tu sais, c'est l'interaction. Exploiter les faiblesses des gens, c'est exactement ça. C'est l'interaction. Moi, je dirais même plus, il y a quelque chose d'érotiquement pervers là-dedans. C'est aller chercher c'est aller chercher quelque chose de l'ordre de l'affect, de l'ordre sensible, voire même sensuel dans le statut relationnel pour... Puis au-delà de ça, Facebook, c'est du voyeurisme. Ben oui. Facebook stalking, là, c'est rendu un phénomène social. Là. Exactement. Puis je lisais cette semaine, je pense que c'est des psychologues, logiquement ça serait ça, qui faisaient un comparatif avec la cigarette,
où justement ils mettaient de la nicotine, puis ils mettaient des produits pour créer une dépendance, puis on a fini par interdire à un certain point l'utilisation de ces produits-là. Mais il y a des gens qui faisaient le parallèle justement avec le contenu sur Facebook, où ils disaient que ça s'est fait justement pour créer une dépendance, ou certains jeux comme Candy Crush, où des gens vont dépenser des fois des milliers de dollars pour acheter leurs upgrades dans le jeu, mais c'est que le jeu il est fait pour créer une dépendance, puis ils disaient que c'est le même genre de problème qu'avec la cigarette. C'est assez fascinant. J'ai le goût d'amener un dernier point pour clore le sujet, puis c'est comment on va gérer nos vies au final là-dedans. Si on se dit qu'il y a des tâches qui sont vouées à disparaître, il y a des emplois complets qui sont voués à disparaître, des nouveaux vont être créés, est-ce qu'il va y avoir assez de nouveaux emplois pour tout le monde? C'est une tabarouette de bonnes questions. Est-ce qu'au final, on arriverait finalement à ce que Keynes parlait dans les années 30-40 ou de la société des loisirs et de semaines de 15 heures, finalement, ne sont jamais faits à cause des politiques néolibérales, de la concentration des richesses et des profits, puis sont des preuves. Mais est-ce qu'on arriverait finalement à ça? Est-ce qu'on pourrait trouver ça? Ou encore une fois, si c'est mal géré, on va se ramasser avec une plus grande concentration de la richesse encore vers le haut, puis le 99 qui est en bas, puis une augmentation des inégalités. C'est ça. Je reste quand même optimiste dans la mesure où est-ce qu'à chaque révolution industrielle, on a réussi à y trouver des solutions, à appliquer des moyens de bien... Bon, c'est sûr que l'appareil politique a été mobilisé autant d'un côté que de l'autre, mais bon, au final, je pense quand même que le peuple a le dernier mot, puis que le peuple vit une certaine rogne ou une écœurantite, mettons, par rapport à ces technologies-là qui prennent de plus en plus de place. Je pense qu'on est quand même capable de trouver des solutions, puis que ça va s'auto-réguler d'une certaine façon. Cela dit, je pense que à travers ça, je pense que l'important c'est de rentrer tout de suite en mode solution. Puis c'est ça, finalement, de rentrer en mode solution puis de commencer à y réfléchir au lieu de s'attarder aux problèmes actuels puis d'essayer de les résoudre avec des vieilles façons de faire. Je pense que l'éducation de la population est très importante pour que les jeunes, pour que les gens soient prêts à affronter cette nouvelle réalité-là puis qu'ils ne manquent pas le bateau finalement. Parce que c'est... Sans dire que c'est dangereux, c'est un phénomène qui a beaucoup d'impact. Puis si on n'en est pas assez conscient puis qu'on ne sait pas en tant que citoyen bien réagir à ça, je pense que ça peut causer des déboires comme on en vit déjà dans une certaine mesure. Pour qu'on arrive à un point dans l'histoire où est-ce que une société fondamentalement démocratique voit son pouvoir pouvoir politique manipulé, la population manipulée par l'utilisation de ces outils-là. Je veux dire, c'est des allégations, mais l'élection de Trump et les soupçons à l'égard de la Russie qui aurait utilisé les médias sociaux pour amener l'opinion publique vers eux, c'est quelque chose de très inquiétant, puis sur quoi on devrait se pencher tout de suite. Il y a certaines personnes qui qualifient ça comme étant la première cyberguerre. Ouais, t'as eu aucune attaque sur un territoire, t'as eu aucune victime, mais ça aurait changé justement les événements politiques. Ça aurait eu un impact là. C'est énorme quand même. On est très loin des agents doubles sur lesquels on paranoïait pendant le temps de la guerre froide, dis-je, voilà. C'est vrai que ça ferait un très mauvais film de James Bond. Ah, ça serait plate, là. James Bond qui est un hacker, là. C'est pas... James Bond qui devient Q, dans le fond. Ouais, ben c'est ça. Ah, ben... Peut-être un... Sans moi une coupe de gadgets, le fun, qui a un stylo qui explose. Ah, mon Dieu, Q qui se transforme en gogo gadget. Parfait. Ben, très belle discussion sur le sujet, les gars. Puis il y en a encore plus à dire. Il y a d'autres aspects à discuter éventuellement là-dessus, j'en suis convaincu. Je pense qu'on a touché beaucoup de trucs qu'on pourrait réexploiter. Exactement. Mais avant de terminer l'émission, on a un dernier segment où un d'entre nous, à chaque semaine, présente un produit, une œuvre culturelle avec lequel il a été en contact récemment. Ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose de plus ancien, mais qu'on vient de découvrir. Juste pour le présenter et en discuter un peu. Donc, Clarence, de quoi tu nous parles cette semaine? Alors, moi, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de pas neuf du tout. En fait, c'est... je fais en ce moment une petite rétrospective sur notre cinéma au Québec. Et je suis tombé dans un livre de fiction que j'ai lu dernièrement sur le film Le chat dans le sac. C'est un long métrage de Gilles Groux, en fait,
qui est un réalisateur québécois qui est des années 60-70, qui a frappé fort, en fait, surtout plus dans la fiction, le docu-fiction, en fait. Et Le Chat dans le sac, qui est un film de 1964, c'est exactement ça, en fait. C'est un film qui a été tourné avec 2 acteurs qui sont pas professionnels, Barbara Ulrich et Claude Godbout. Qui, dans le fond, c'est un docu-fiction dans lequel les 2 personnages vivent les derniers instants de leur intimité. C'est un couple. Et les 2 sont traversés par la période de détresse et de questionnement que toute personne dans la vingtaine traverse. Et donc, on a d'un côté le personnage de Barbara qui est une fille assez exubérante, qui étudie et fait du théâtre. Quelqu'un qui vraiment a du mordant dans la vie, mais vraiment pour des choses qui ont peut-être plus attrait au quotidien, des choses peut-être moins politiques. Et de l'autre côté, on a le personnage de Claude qui, lui, est un jeune homme, une espèce d'aspirant révolutionnaire, mais qui est vraiment complexé par la situation au Québec et qui ne fait que s'embourber dans cette espèce de patouillage politique-là. C'est un jeune homme bien de son temps, il lit Les damnés de la terre de Frantz Fanon, il lit Parti pris, qui est une revue littéraire québécoise de l'époque, très influente, très inspirée donc, du séparatisme, et Frantz Fanon est d'ailleurs l'une des premières lectures qui a inspiré le FLQ, qui a culminé dans les années 70, et donc il est traversé donc, par ces questionnements-là. Et c'est un film que j'ai trouvé assez intéressant, dans la mesure où, bien entendu, il y a certains trucs, autant dans la cinématographie que dans les sujets qui sont traités, qui sont assez datés. Mais on se rend compte que les enjeux qui sont derrière le désarroi de Claude et le relatif désenchantement de Barbara nous habitent encore aujourd'hui, ou habitent encore aujourd'hui, c'est une certaine génération, notre génération dans la vingtaine. C'est juste que les objets ont changé. Et ce que j'ai tiré de ce film-là, tout particulièrement, c'est le fait que même si les enjeux, même si les objets, les objets qui suscitent ce genre de sentiments-là changent, les sentiments restent les mêmes. Et autant c'est quelque chose d'un peu qui tient un peu de l'ordre du désenchantement, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans, parce qu'on est capable quand même de se projeter dans cette époque-là, même si aujourd'hui les enjeux sont pas les mêmes. Et donc, le lien à faire, nous en tant que spectateurs, avec les personnages, il est très tangible et il est très sensible. Et juste cinématographiquement, la musique, elle est incroyable. Tout le long, c'est du Coltrane. Et ça transporte très très bien l'ambiance et l'esprit du film. Donc voilà. Le Chat dans le sac de Gilles Groux. C'est un film qui date de 1964. C'est une note sur 10. Oh. On tombe-tu vraiment là-dedans? On va être bas comme ça. On va être bas comme ça. Moi, je dirais un 8. Un 8 sur 10. Un 8 sur 10. Pour ce qui est d'avoir accès à ce film-là, je veux dire, on s'entend qu'un film qui date de plus de 50 ans. C'est accessible sur l'ONF. Ah, sur le site de l'ONF. Magique. Donc c'est ça. Ça dure 1h15. C'est très agréable à regarder. Merci Clarence. On va laisser le lien sur notre page. D'ailleurs, on vous invite à l'aimer, notre page Facebook, à partager nos épisodes, la page aux gens autour de vous qui pourraient être intéressés. On vous invite aussi fortement à nous laisser des commentaires, des suggestions, des idées de sujets aussi. On est très ouvert, très intéressé à voir comment vous voulez voir notre émission évoluer. Se développer, voilà. D'ailleurs, le podcast va être disponible sur iTunes, sur Google Play, sur SoundCloud et sur YouTube. On vous revient la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.